Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne CryptoFort, pour cette nouvelle actualité crypto. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler des projets comme le Bitcoin, VeChain, XRP. On parlera aussi un peu de VV Digital Collectibles, mais aussi de l'alliance ASI, vous savez, sur l'intelligence artificielle, puisqu'il y a des nouveautés avec un nouveau partenaire qui va peut-être rejoindre l'alliance. Donc on va en parler. Et puis sinon, je parlerai en deuxième partie de vidéo des actualités crypto plus générales, mais également économiques. Et là, effectivement, il y a pas mal de choses à dire en ce moment, hein, vous savez. Donc si vous êtes chaud, je vous propose de bien vous caler tranquillou dans où vous êtes, où vous soyez, prendre un petit café, petit sandwich, pourquoi pas. Et puis c'est parti. Allez. Donc, on va commencer par le célèbre rapport de Farsight Investors avec les flux sur les ETF Bitcoin Spot. Et regardez, là, c'est plutôt intéressant. On voit que, contrairement à la semaine dernière où c'était la boucherie, là, cette semaine, ça va bien mieux, hein, puisqu'on est repassé au-dessus des 17 milliards de flux entrants sur les ETF Bitcoin Spot. Par contre, la nouveauté par rapport aux semaines précédentes, même depuis le lancement des ETF Bitcoin Spot, c'est que cette fois BlackRock a fait vraiment une très mauvaise semaine, puisqu'ils sont plus de rouge au final que de vert, si je puis dire, puisqu'ils n'ont fait aucune entrée en fait sur la semaine sur leurs ETF Bitcoin Spot. Même qu'ils ont fait des sorties à la place. Contrairement à leurs concurrents, c'est-à-dire que d'habitude c'était toujours BlackRock qui menait la danse, là pour une fois, on voit que c'est les concurrents, donc Fidelity, Bitwise, même ARK, qui sont en train d'attirer des fonds, contrairement à BlackRock. Donc là, c'est quand même très intéressant ce qui se passe, même au niveau institutionnel. Donc c'est la guerre, hein. Clairement c'est la guerre, et ça tire dans tous les sens. Donc c'est assez intéressant de voir ce phénomène. Ensuite, pour les ETF, ETH, cette fois, hein, donc je passe vraiment à l'Ethereum, eh bien on voit par contre que c'est pas brillant, on voit que c'est en train de stagner au final. On reste autour des moins 581 millions de dollars sortants des ETF, ETH, spot. Donc on voit hein, que c'est vraiment pas brillant là en ce moment. C'est pour ça que tout le monde a été un peu refroidi sur tout ce qui est les ETF liés aux actifs crypto altcoins, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas le Bitcoin. Donc tout ça est devenu beaucoup moins attractif pour les institutionnels parce qu'ils ont vu qu'il n'y a pas vraiment de demande en fait là-dessus. Allez, je vais passer aux actualités, donc on va dire sur le Bitcoin avec des articles, donc un article de cointribune.com, donc MicroStrategy renforce ses avoirs en Bitcoin avec 1,11 milliard de dollars. Donc là on voit quand même qu'il y a toujours autant un contraste entre, en ce moment hein, surtout, entre les institutionnels qui eux se font la guerre pour avoir un maximum de Bitcoin dans leur portefeuille et de l'autre côté on a les investisseurs particuliers qui ont tendance plutôt à vendre leur Bitcoin ou alors à se désintéresser même du marché en ce moment. Pourquoi je dis ça? Simplement parce que hop, là j'ai un autre article de InvestX où le Bitcoin BlackRock devant tous les gens avec 357 509 Bitcoins sous gestion. C'est vrai que là cette semaine BlackRock ça n'a pas été brillant pour eux, mais par contre dans le fond ils restent vraiment les leaders incontestés au niveau des Bitcoin sous gestion. C'est vraiment un énorme chiffre et c'est bien au-delà aussi de MicroStrategy, alors que eux, effectivement, ils achètent les bitcoins directement et les placent sous fonds ensuite. Donc là, ce qu'on voit en ce moment, et c'est un autre article de cointribune.com, où il y a le contraste, effectivement, comme je vous le disais, on a une chute historique, c'est-à-dire qu'il y a moins d'1 million d'adresses actives sur le réseau Bitcoin. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant parce que dans les cycles précédents historiques haussiers, c'est-à-dire après halving, normalement, on devrait constater une augmentation du nombre d'adresses actives sur le réseau du Bitcoin. Là, aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc on voit que ça démontre que l'été, la panique, enfin le contexte actuel, peut-être politique, géopolitique, économique, fait que les gens s'intéressent moins en moins à la crypto et ça se traduit par moins d'adresses actives sur le Bitcoin. Et ça, c'est pas bon signe pour la suite du cycle haussier, puisque historiquement, normalement, le cycle haussier doit être lancé sur une base d'augmentation justement d'adresses actives sur le réseau. Donc là, c'est très intéressant ce qui se passe. Je vais vous passer aussi un petit tweet très intéressant de Rect Capital où on a, vous voyez clairement,
un récapitulatif des cycles passés en termes de performance des prix du Bitcoin. Alors là, j'attends un peu les prix. Donc pour ça, je vous rappelle que moi, personnellement, je ne suis pas un conseiller financier ni en investissement, hein. Tout ce que j'ai dans cette vidéo, c'est à titre informatif et vous devez faire absolument vos propres recherches avant de prendre toute action, quelle qu'elle soit. Une fois que ça s'est dit, maintenant on va pouvoir repasser à ce petit tableau que je trouvais très intéressant, qui fait effectivement référence aux performances passées du Bitcoin en termes de prix sur toutes les années, en fait, depuis 2013 ou même avant. Et là, on voit qu'est-ce qu'on constate. Vous voyez que là, c'est dans les cadres en noir. C'est que toutes les années où il y a eu le halving, c'est-à-dire 2016 et 2020, on a eu derrière des performances incroyables du Bitcoin sur les mois d'octobre, novembre, décembre de la même année où il y a eu lieu ce halving. Parce que je rappelle qu'en 2016, le halving il a eu lieu en juin, 2020 c'était en mai, et là c'était en avril pour 2024. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir octobre, novembre, décembre, on va bien voir s'il y a une performance verte, hein. C'est-à-dire qu'il y aura une bonne performance positive ou non du Bitcoin. Si on a une performance positive, ça veut dire que le cycle aussi est bien lancé. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'on a définitivement quelque chose qui s'est cassé dans ce cycle ou retardé peut-être par rapport au cycle précédent. Les raisons, eh bien, il y en a beaucoup, hein, de toute façon. Pour pouvoir, déjà, première chose, c'est les ETF, tout simplement, qui pourraient avoir eu un impact sur le cycle haussier du Bitcoin. Donc, on va bien voir, hein, je pense que ça va être imminent, octobre, novembre, décembre, on saura si on est en cycle haussier ou pas. Bon, allez, je continue, maintenant je vais passer au VeChain, et notamment donc une première information de la fondation VeChain qui annonce faire évoluer en fait leur partenariat avec, vous savez, l'UFC. Donc d'abord c'était un partenariat marketing, ensuite c'est passé un partenariat technologique, puisqu'ils ont mis, vous savez, les puces NFC au sein des gants des athlètes, donc avec la blockchain au milieu, l'authenticité, les preuves de propriété numérique quelque part. Et puis maintenant, ils sont en train de faire évoluer encore une fois ce partenariat en incluant cette fois la plateforme VBTR-DAO. Alors, personnellement, je suis un peu sceptique sur ce mouvement parce que j'ai un peu du mal à concilier le fait qu'ils vont arriver à faire en sorte que les fans de l'UFC, je rappelle que l'UFC c'est un sport de combat, donc il y a du sang, c'est quand même assez violent. Et donc, ils sont en train d'essayer d'allier quelque part cet aspect-là des choses. C'est bien, hein, chacun son truc. Et de l'autre côté, ils vont viser ce genre de fanbase pour mettre en place la traçabilité sur l'écologie, la transition énergétique. Alors, je dis pas que c'est incompatible, hein, mais bon, c'est vrai que je vois mal. Voilà, je ne voudrais pas parier sur ce genre de combinaison, on va dire. Donc là, j'avoue que je suis un peu sceptique sur ce mouvement de VeChain. Bon, peut-être que s'ils avaient pris un mouvement, je sais pas, un peu écologique ou plus proche de cette tendance-là, voilà, ça aurait été plus logique, à mon sens. Après, c'est mon avis, je peux me tromper, bien évidemment. Mais c'est vrai que là, je sais pas. Bon, pourquoi pas? Mais en tout cas, ça vaut le coup d'essayer, c'est sûr. Ensuite, là, j'ai un autre tweet très intéressant, par contre, de la fondation VeChain, qui fait référence donc à l'événement, donc Token 2049, qui a lieu à Singapour en ce moment. Et ils ont partagé le programme donc de cette conférence, quelque part de cet événement, Token 2049. Et donc là, entre le 14 et le 15 septembre, c'est-à-dire que ça se passe en ce moment même, eh bien, il y a une conférence, un événement entre VeChain, Boston Consulting Group et bien sûr EasyA Hackathon. Et ça, je trouvais très intéressant ce EasyA Hackathon parce que je rappelle que ça, c'est le moteur, ça a été le fer de lance du lancement de la plateforme VBTR-DAO en termes de développement de codage informatique, quelque part. Parce que je rappelle que ce EasyA Hackathon, donc EasyA, c'est une entreprise en fait, qui justement organise ce genre d'événement, et le hackathon, c'était une sorte d'événement où des centaines, voire des milliers de développeurs étaient conviés à un événement pour développer des dApps pour la plateforme VBTR-DAO de VeChain. Et donc les meilleurs étaient ensuite sélectionnés pour être lancés sur la plateforme VBTR-DAO. Donc les 6 à 10 dApps qu'il y a actuellement sur la plateforme VBTR-DAO proviennent en fait très probablement de ce genre d'événements. Donc, il y en a actuellement eu deux. Il y a eu donc le hackathon de Cambridge, donc à l'université de Cambridge au Royaume-Uni. Il y a eu une autre
Un autre hackathon, je crois, aux États-Unis, si je dis pas de bêtises. Et donc là, si possible, il y aura peut-être un troisième hackathon qui sera organisé, en tout cas, notamment en Asie, peut-être à Singapour, dans ce cadre-là. Donc, je rappelle que quand il y a eu un hackathon, à chaque fois, on a vu un pic d'activité, bien évidemment de développement, mais également de nouvelles adresses créées sur l'écosystème du VeChain. Donc, les hackathons sont très positifs hein, pour l'écosystème du VeChain. Voilà pourquoi je trouve ça très intéressant de voir apparaître ici. Ensuite, derrière, on voit par contre qu'ils mettent le paquet, par exemple 17 septembre, 18-19 septembre, ils mettent le paquet sur la plateforme VBetterDAO et ils mettent en avant désormais les dApps qui ont été créés dessus, comme Cleanify Vet, où là, ils vont peut-être, je vois, ça se déroule dans un parc donc, de Singapour, donc ils vont sûrement organiser une collecte de déchets, un truc comme ça. Pourquoi pas, hein, c'est une bonne chose. Et également, ils vont mettre en place donc quelque chose du café gratuit et ils vont en partenariat avec l'application Mugshot hein, qui est spécialisée dans, vous savez, tout cet aspect de café. Vous avez, si vous prenez en photo votre mugshot rempli de café, c'est une tasse qui est pas jetable, voilà, c'est un mug quelque part, écologique, et bien vous gagnez en échange des cryptos. Voilà un peu le programme. Et donc derrière, ils vont parler du B3TR, ils vont également développer leur système, etc. Bon, donc tout un programme, on verra bien ce que ça donne, j'en parlerai plus la semaine prochaine, parce que là c'est totalement en cours, donc forcément on n'a pas les retours, mais ça promet. Et ensuite, alors là je trouve un tweet très intéressant de CryptoBusy qui fait en fait simplement le résumé de ce qui s'est passé pour VeChain durant le mois d'août. Et donc c'est vrai qu'il rappelle simplement que VeChain, pourquoi c'est un projet qui reste, et je suis bien d'accord là-dessus, on va dire dans le top des projets crypto en termes de narratif RWA, c'est-à-dire de Real World Asset, la tokenisation des actifs, hein, je rappelle, et aussi le Internet of Things, c'est-à-dire la connexion des objets entre eux quelque part avec Internet, eh bien c'est toutes ces raisons-là. C'est-à-dire que première chose, en août, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu le développement de la plateforme VBetterDAO, ça faisait plusieurs semaines qu'elle avait été lancée. Et donc en quelques semaines, on voit déjà qu'il y a 800 000 transferts donc de VOT3 et plus de 1,5 million de transferts de B3TR. C'est-à-dire sur les crypto-monnaies qui sont natives de la plateforme VBetterDAO. Et donc ça représente quand même plus de 2 millions de transactions faites en l'espace de quelques semaines. Je trouve que c'est vraiment un très bon lancement quand on voit les statistiques. Ensuite, là où c'est très important, bien plus encore que cet aspect de plateforme VBetterDAO, c'est ces lignes-là. C'est-à-dire qu'on a eu en fait un pic, ou je pense que c'est pas un pic, c'est une moyenne en fait, de téléchargement de la part de développeurs de ce qu'on appelle les kits SDK, c'est-à-dire les kits de développement des développeurs, c'est-à-dire qui codent derrière les applications ou même les programmes informatiques sur l'écosystème de VeChain. Et on a eu aussi une moyenne désormais de plus de 490 téléchargements sur une semaine des kits de développement de dApp, c'est-à-dire d'applications exactement comme celles qu'on peut retrouver sur la plateforme VBetterDAO actuellement. Donc ça c'est très significatif parce que comme je vous l'ai dit auparavant, hein, c'est justement ce genre de développeurs, ces développements qui font le fer de lance dans le moteur de la plateforme VBetterDAO. Donc plus il y en a, mieux c'est pour le développement futur de ces écosystèmes-là. Et là on voit que tout ça est en train d'augmenter de façon assez considérable et de façon assez régulière. Donc c'est très très bon signe pour l'écosystème du VeChain. Voilà. Donc ensuite, là aussi on a enfin un petit point sur qu'est-ce qui se passe au niveau de l'écosystème de la blockchain VeChain Tor, hein, c'est-à-dire de la blockchain directement du VeChain. Eh bien on a des statistiques. On a 140 000 VTHO qui sont brûlés par jour et plus de 1 million de transactions également effectuées chaque jour sur l'écosystème du VeChain. Donc je rappelle, alors, on est encore loin du compte dans le sens où 140 000 VTHO, on reste, parce que je rappelle qu'un VeChain produit 0,0043 VTHO, il me semble, à peu de choses près. Sauf qu'il y a 70 milliards à peu près là aussi de VeChain en circulation. Donc si on fait le calcul, vous avez bien plus de VTHO qui sont produits que détruits actuellement, parce qu'il y a 140 000 VTHO détruits par jour, alors que chaque jour vous avez plus d'un million peut-être de VTHO, enfin en tout cas plus de VTHO produits. J'ai pas fait le calcul, hein, mais voilà,
c'est rapide. Donc, on est encore loin d'avoir un système quelque part inflationniste pour le VTHO, puisque pour l'instant, il y a plus de VTHO produits que brûlés chaque jour. Mais on voit quand même qu'il y a une tendance où ça continue au fur et à mesure, plus il y a de développement, plus il y a de DApps, plus il y a de VTHO utilisés brûlés, et plus il y aura un système comme ça inflationniste dans le temps. Donc ça reste quand même bon signe, je trouve, dans l'ensemble. Et bien évidemment, il n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi tout ce qui est l'aspect marketing, l'aspect de partenariat, donc le partenariat, je rappelle, avec le Carbon Weighting Institute, donc qui s'inscrit dans la traçabilité, dans la transition écologique. On a le Hacken Club, qui a effectivement fait un smart contract, un audit de smart contract pour la plateforme MAS, c'est-à-dire le Market as a Service, Marketplace as a Service, c'est-à-dire que là, prochainement, n'importe qui pourra développer sa propre marketplace de NFT sur VeChain et très facilement. Donc là aussi, ça va, je pense, développer, booster tout le marché des NFT. Donc pourquoi pas. En fait, n'importe qui pourra bientôt facilement créer une plateforme comme OpenSea sur l'écosystème de VeChain. C'est quand même assez énorme ce qui nous attend là-dessus. C'est en cours de développement encore, hein, mais ça a l'air d'être en bonne voie parce qu'on a eu le Hacken Club qui a fait un audit là-dessus. Ensuite, on a également l'aspect de brevet. Je rappelle que là où on voit que VeChain reste quand même leader dans ce domaine-là, puisque les brevets, mais évidemment, c'est des protections des nouvelles technologies. Donc là, on parle vraiment, à travers VeChain, de nouvelles technologies, puisqu'on a encore des brevets qui ont été attribués, donc validés vis-à-vis de VeChain, et notamment pour opérer en Chine. Parce qu'en fait, ils opèrent en Chine à travers pas ce qu'ils appellent le VeChain, mais à une filiale, entre guillemets, hein, je mets entre guillemets, qui s'appelle Nano Jiclin Blockchain as a Service. Voilà. Et après, il y a encore plein d'autres éléments, hein, mais je ne vais pas rentrer là-dessus, parce que c'est quand même, il y a vraiment beaucoup de choses. Mais le principal, quand même, est là, c'est que VeChain est vraiment en plein développement, on le voit, est en train de monter en puissance au fur et à mesure du temps. Donc, c'est ça le plus important sur un projet, hein, je rappelle. Bon, donc ça, ce sera tout, hein, les amis, pour tout ce qui est l'aspect justement du VeChain. Et maintenant, je vais passer au prochain projet, c'est-à-dire au XRP. Et là aussi, il y a des choses intéressantes à dire. Notamment, j'ai un tweet de Wall Street Bulls où ça y est, on a un partenariat qui est annoncé entre Robinhood, Bitstamp et Ripple. Et on a eu en fait effectivement le XRP qui a été relisté sur la plateforme Robinhood. Donc c'est plutôt intéressant ce qui se passe actuellement. Pour le XRP. Surtout pourquoi je dis ça, simplement parce qu'en plus de ça, on a des articles, bien évidemment, qui font référence, hop, notamment journalducoin.com, à Gary Gensler, donc le président d'un gendarme boursier américain, qui a des ennuis, puisque le régulateur fou est placé sous enquête des élus du Congrès américain. Donc, c'est-à-dire que cette personne a attaqué quand même le marché des cryptos pendant 4 ans, a mis un procès en place contre Ripple et le XRP pendant 4 ans, et là, on est à la conclusion du procès, et cette personne est attaquée carrément, placée sous enquête, hein, donc c'est vraiment personnel là, par les sénateurs, les députés américains, entre guillemets. Donc il se passe des choses, et en plus de cela, pourquoi il se passe des choses? Parce que là on a un autre archive de Coin Academy, la SEC se contredit et admet qu'elle regrette l'utilisation du terme Crypto Asset Security. Donc là c'est quand même assez énorme ce qui se passe, c'est que, et elle le dit dans son cadre contre Binance. Donc je rappelle que la SEC a été quand même en grande partie à l'origine des attaques contre Binance également. Et là, aujourd'hui, elle revient, elle fait un rétropédalage, alors que Binance a été condamné, hein. Je vous rappelle, à travers, en plus, il y a même le patron de Binance qui est en prison, enfin, qui est ennuyé là et tout. Enfin, en ce moment, ça va quand même très loin. Et là, elle-même, la SEC, revient sur ses décisions en quelque sorte. Et donc, ça concerne vraiment le marché des cryptos dans son ensemble, et donc le XRP. Donc on croit rêver, hein, on croit rêver là avec ce qui se passe, et on sent que la politique commence à se mêler un peu de tout ça, et bien évidemment, comme par hasard, au moment où on a les élections américaines qui se rapprochent, parce que je pense que la politique est de plus en plus proéminente, prend de plus en plus de place dans l'aspect crypto, hein. On l'a vu aux États-Unis avec Trump qui lui est vraiment pro-crypto, et Kamala Harris qui, elle,
est bien plus prudente sur cet aspect-là. Donc il y a un vrai combat entre républicains et démocrates, et comme là, la tendance est plutôt en faveur des républicains qui sont pro-crypto, on sent que ça commence à faire un petit peu le ménage dans les placards au niveau du marché crypto aux États-Unis, au niveau des régulateurs américains. Je ne serais pas étonné en tout cas que ce soit ça, bien évidemment. Ensuite, un autre article de Coin Academy, toujours dans ce sens-là, hein, Grayscale, donc je rappelle que Grayscale c'est un gestionnaire d'actifs, hein. Donc, comme je vous l'ai montré avec le Bitcoin, Grayscale a créé son fonds de gestion d'actifs du Bitcoin en termes d'ETF, mais également de Ethereum. Voilà, donc Grayscale, c'est un concurrent de BlackRock sur cet aspect-là. Et bien là, qu'est-ce qu'ils annoncent? Ils annoncent le premier trust XRP des États-Unis. Et donc ça, c'est très intéressant parce que c'est la première pierre de voûte qui permet derrière de lancer un ETF. Donc là, on serait éventuellement, pourquoi pas, comme le dit l'article, vers un ETF XRP spot. Ce qui est quand même une ironie sans nom quand on pense que le XRP a été attaqué dans tous les sens par les gendarmes boursiers américains et que finalement, éventuellement, on pourrait se retrouver avec un XRP ETF spot. Alors là, on croit rêver, on croit rêver. Mais c'est vrai que ça semble quand même bien parti pour arriver dans cette voie-là. Bon, donc ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles, hein, clairement, pour le XRP, vous l'avez compris. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui pour ce projet. Je vais passer désormais à VV Digital Collectibles et notamment au OMI. Alors là, vous voyez, ils ont fait un petit communiqué rapide là-dessus où ils annoncent que pour préparer la nouvelle ère de l'utilité du jeton OMI, eh bien, ils annoncent qu'ils vont supprimer 221 millions de dollars pas de dollars, hein, donc 221 millions de jetons OMI qui sont en fait dans les réserves et dans les portefeuilles du Vault, qu'ils appellent du coffre. Et donc, ce sera un process qui va se faire en plusieurs étapes avant d'être totalement complet. Ils vont nous tenir informés. Mais du coup, on a plusieurs questions. D'ailleurs, je leur ai posé directement, vous voyez, je leur ai posé directement la question. En fait, la question, c'est est-ce que c'est sur un total de 750 milliards de tokens à la base qu'ils enlèvent ces jetons-là? Et je vous montre pourquoi je me pose la question. Je vous montre tout simplement, vous voyez donc token.ve.me, je suis directement sur leur Omitre token tracker. Et il faut savoir qu'au total, actuellement en circulation, on est à peu près à 310 milliards de jetons en circulation. Enfin, 264 milliards, mais il y aura un supply max de 310 milliards de jetons qui pourraient être mis en circulation. Et donc là, vous pouvez voir que à côté de ça, à côté de ces jetons en circulation, vous avez donc un portefeuille de réserve où il y a 117 milliards de jetons, un portefeuille Volt de 104 milliards de jetons, et vous avez des tokens qui ont été déjà sortis de la circulation, qui ont été brûlés, et les transactions déjà effectuées et tout, un total de 117 milliards à peu près de jetons. Donc la question que moi je me posais, c'est est-ce que c'est sur les 310 milliards de jetons maximal en circulation, on enlève en fait les 200, donc comme ils disent 222, 221 millions de jetons du portefeuille Volt et du portefeuille de réserve, comme ils le disent, ou est-ce que, et dans ce cas-là, on tomberait à 90 millions et des brouettes, ou alors est-ce que c'est quelque chose qui est à part, qui n'est pas déjà comptabilisé en fait dans la circulation actuelle? Si c'est le cas, parce que si on tomberait à 90 milliards de jetons en circulation, bah, ce serait énorme. Que là, forcément, on va avoir un véritable choc entre l'offre et la demande. Mais si c'est uniquement en fait quelque chose qui n'est pas comptabilisé déjà dans la circulation, en fait, il n'y aura aucun impact. Voilà. Donc c'est une bonne nouvelle, soit en fait ça ne changera rien. Donc, autant vous dire que c'est soit l'un, soit l'autre. Donc à voir. Bon. Donc voilà, c'était la dernière nouvelle, hein, mais en tout cas c'est très intéressant pour le jeton OMI parce qu'on sent que là ils vont annoncer des choses et que ça va bouger. Donc ce projet a fait vraiment débat, a été très houleux en termes de... Ça fait le yo-yo tout simplement. On a eu des cas pareil émotionnels où il se passe rien. Voilà. Et là on sent qu'ils commencent vraiment à prendre le taureau par les cornes et au moins prendre des décisions sur leur jeton OMI, et derrière, parce qu'ils ont des projets en tête sur le jeton OMI. Moi, c'est plutôt ça qui m'interpelle, c'est qu'ils ont vraiment un plan là, ils ont un plan d'action. Et donc, ça prend du temps, mais ils vont le mettre en place. Et du coup, je leur accorde toute mon attention. Clairement, à VV Digital Collectible, c'est pas terminé. Ça, c'est clair. Bon,
Allez, je continue. Donc cette fois, je vais passer au prochain projet. Parce qu'effectivement, c'est pas terminé. On a encore des choses à dire. Tac, donc je vais retrouver. Voilà. L'article. Donc l'article, c'est de Cointelegraph France, comme vous pouvez voir ici. Donc l'alliance ASI. Donc là, on est sur le narratif intelligence artificielle s'agrandit avec l'intégration d'un quatrième membre. Et donc, je rappelle que l'actuelle alliance de ASI, elle est composée de 3 membres, c'est-à-dire Fetch.ai, la crypto Océane et la crypto Agix. Donc vous avez ces 3 projets crypto sont en lien avec la décentralisation de l'intelligence artificielle. Et donc là, ils vont intégrer, ou ils le souhaitent, intégrer un quatrième membre qui serait Kudos. Kudos, c'est tout simplement une entreprise qui est spécialisée quelque part un fournisseur spécialisé dans le cloud computing, et donc, autrement dit, dans le GPU. Et donc là, il faut savoir qu'effectivement, dans l'intelligence artificielle, il va y avoir un vrai problème à un moment, puisque l'intelligence artificielle nécessite beaucoup de ressources informatiques, notamment en termes de processeurs, de puissance de calcul et tout. Et donc, au niveau technique, il faut pouvoir assurer là-dessus. Donc, il faut avoir des serveurs, il faut avoir des processeurs, il faut avoir surtout de la puissance de calcul, c'est-à-dire des GPU. Et ça, c'est justement le boulot, quelque part, de Kudos. Et donc, on sent bien que là, ce nouveau partenariat, entre guillemets, hein, c'est vraiment un partenariat, quelque part, technique. Ouais. Et primordial hein, pour justement la suite de ce développement de cette alliance ASI. Donc, ce partenariat n'est pas encore validé, puisqu'il faut que, comme c'est décentralisé, il faut que la communauté désormais valide cette nouvelle arrivée. Mais je pense que si tout le monde a compris un peu l'enjeu, c'est que, bon, tout le monde va dire oui, hein, forcément, puisque sans puissance de calcul, sans aspect technique, il n'y a pas d'alliance hein, ASI, puisqu'ils n'auront pas les moyens techniques de développer ce qu'ils veulent mettre en place. Donc, ils n'ont pas le choix. Je pense que les gens, du coup, je pense que c'est une formalité, Kudos intégrera l'alliance ASI. Mais voilà, on sent que c'est une bonne chose, mais on sent surtout aussi que ça commence à être un peu la guerre. Maintenant, désormais, même au niveau de l'intelligence artificielle, on va avoir un vrai pouvoir. Je pense que les prochaines grosses entreprises spécialisées dans le GPU, tout ça, ce sera vraiment des entreprises qui pourront développer des monopoles, des marchés incroyables, parce que l'intelligence artificielle va demander énormément de ressources. Voilà. Donc là, on est en train d'assister à un nouveau marché émergent, c'est le cloud computing. Bon. Donc pour vous dire l'avancée sur ce nouveau projet. Bref, allez, donc je vais continuer désormais avec les actualités crypto plus générales. Voilà aussi, il y a des choses très intéressantes à dire, notamment avec un article de cryptost.fr. Donc la Suisse, la banque BBVA s'associe à Circle pour proposer l'USDC à ses clients. Donc ça y est, on voit vraiment, quand je vous dis qu'on a un contraste entre les institutionnels qui se jettent sur les cryptos et de l'autre côté les particuliers qui commencent à soit s'énervent, soit ils paniquent pour les débutants, ou soit ils se désintéressent du marché crypto parce qu'il ne se passe rien en ce moment. Voilà, pour ça il faut vraiment voir les nouvelles, il faut vraiment voir ce qui se passe, parce que les institutionnels sont un peu le fer de lance, la lumière, hein, qui permet de braquer les actions des riches de ce monde, hein, et donc de ce qui va se passer à l'avenir sur le plan financier économique. Ensuite, un article de cointribune.com, Swift se connecte au crypto RWA pour les transferts instantanés. Donc là, quand je vous dis qu'il y a un vrai narratif RWA, c'est-à-dire Real World Asset, c'est pas pour rien. C'est que, vous voyez, même le réseau Swift bancaire, qui brasse donc tous les trillions de dollars que vous voyez passer tous les jours sur le réseau Swift bancaire, eh bien, on voit que même eux, ils ont compris que si vous voulez survivre, ils devaient s'adapter à la blockchain. Et donc pour cela, ils se connectent au crypto RWA. Et donc je n'ai pas pu m'empêcher de penser notamment au XRP, qui est justement la crypto-monnaie par excellence, que tout le monde décrit, que ce soit les analystes ou économiques, comme le parfait remplaçant du réseau Swift bancaire. Donc si Swift, ils sont intelligents, et ils le sont, parce que pour avoir créé le réseau Swift bancaire, bon, voilà, c'est des gens qui sont quand même très compétents. Eh bien, ils ont compris qu'il fallait désormais qu'ils prennent le taureau par les cornes et qu'ils s'associent de près ou de loin à la blockchain et donc à ce nouveau narratif. Donc je ne serais pas étonné qu'on apprenne à l'avenir que le réseau Swift bancaire est un partenariat avec le XRP ou avec d'autres crypto-monnaies de ce genre-là pour les transferts instantanés, notamment. Ça ne m'étonnerait pas en tout cas.
Donc, c'est pas fini cette histoire, on a déjà des signaux très intéressants là-dessus, sur le développement, sur l'amélioration de notre réseau bancaire en fait actuel. Allez, je continue cette fois avec un article de cryptost.fr. Donc, Toyota et Ford leader en matière de développement de technologie automobile basée sur la blockchain. Alors là, c'est vraiment extrêmement fort cet article parce qu'il faut savoir quand même que Toyota et Ford, ça a été les pionniers, un des pionniers dans tout ce qui est l'ère de la révolution industrielle passée. Donc c'est là où il y a eu le plus de, notamment tous les riches actuels, toutes les familles, Rothschild et compagnie, tout ça, ça a été des familles qui sont basées sur les capitaux, sur les investissements qui ont été effectués lors de la révolution industrielle. Ça a été les premières vraies richesses qui sont apparues grâce à cette ère. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'information, mais je vais aller encore plus loin, nous sommes en train de développer cette ère de l'information en parlant avec une nouvelle ère, c'est l'ère de la blockchain. Et comme par hasard, là c'est quand même marrant de voir que ces deux entreprises pionnières de la révolution industrielle qui sont pionnières désormais, vous voyez, de tout ce qui est la blockchain. Donc on voit simplement que aujourd'hui, quand vous voulez investir, par exemple, quand on a une image d'investir dans le Bitcoin, c'est pas uniquement investir dans la décentralisation, dans une nouvelle économie, dans une nouvelle monnaie, peu importe. Derrière, c'est investir quelque part aussi dans la blockchain. C'est pour ça que les projets, les entreprises, les projets crypto qui sont intéressants en termes de blockchain, mais qui vont avoir un véritable impact sur les entreprises derrière, ont à mon sens, après, je vous dis, c'est mon avis, mon humble avis, je peux me tromper, mais il y a quand même beaucoup de signaux, vous voyez, comme Toyota et Ford, qui se jettent sur la blockchain. En plus, le passé de Toyota et Ford est quand même très parlant là-dessus. Voilà. Donc, on a quand même un nouveau narratif actuel aujourd'hui qui n'est pas seulement l'intelligence artificielle, qui n'est pas seulement le RWA ou le IoT ou le DeepIn, ce que vous voulez. En fait, tous ces petits narratifs-là, entre guillemets, hein, entre guillemets, sont entourés par un énorme narratif qui est la blockchain, en fait. C'est cette blockchain qui va permettre le développement de tous les sous-narratifs qu'on peut voir actuellement. Bref. Allez, je continue avec un article de Cointelegraph France. Crypto, le Web3 inspire plus de 86% des professionnels malgré l'incertitude réglementaire. Donc c'est ce que je vous disais, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un cadre où contrairement à il y a 5-10 ans, il y a 5-10 ans, c'était 86% des professionnels qui n'étaient pas attirés par le Web3, c'est-à-dire par les cryptos et la blockchain. Aujourd'hui, c'est l'inverse, on le voit désormais. Donc, pour ça que quand je vois la panique ou le désintérêt actuel sur le marché des cryptos, bien, moi, ça m'interpelle. Je me dis, regardez plutôt que font les entreprises, que font les institutionnels. Et ils font l'inverse. Voyez. Tout simplement. Bon, je vais pas m'attarder là-dessus. Je vais passer aux actualités économiques. Là aussi, il y a pas mal de choses à dire. Donc, un article de Les Échos, le livret A, une baisse de taux inévitable après la décision de la BCE. Donc, je rappelle que la Banque Centrale Européenne a décidé, ça y est, hein, c'est officiel, de baisser ses taux directeurs, donc à 3,65 points. Donc, c'est une bonne baisse, hein, clairement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont officialisé le fait que le combat contre l'inflation a été gagné, quelque part en zone euro, plus ou moins. On l'a vu puisqu'on est passé dans beaucoup de pays en inflation sur le mois d'août à moins de 2%. Donc c'était les objectifs voulus par la Banque centrale et qui ont été atteints, en tout cas officiellement. Et par contre, il va y avoir des impacts. C'est-à-dire que l'impact déjà, c'est effectivement la baisse du livret A. Et donc, si vous mettez vos économies dans le livret A, eh bien, quelque part, on voit bien que là, vous allez perdre un pourcentage là-dessus. Et en fait, c'est logique hein, que le livret A baisse, puisque comme l'inflation pour eux a baissé, et qu'ils adossent quelque part les taux du livret A en fonction de l'inflation, eh bien, ils vont sûrement baisser les taux du livret A. Donc, préparez-vous à avoir vos rendements sur vos comptes bancaires qui vont baisser, quoi. Bon. Allez, notre article de Marianne. Donc là, l'actualité, bien sûr, c'est le remaniement, entre guillemets, hein, vraiment la refonte du gouvernement. Nos années Bruno, le vrai bilan de Le Maire à Bercy en 10 chiffres, pas rigolo, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc c'est un article de Marianne. Bon, je vais pas vous citer tous les chiffres, ça sert à rien, juste pour vous dire qu'effectivement c'est un massacre.
C'est pas drôle, hein, parce qu'on pourrait en rire, mais effectivement, c'est pas drôle parce que aujourd'hui, c'est en grande partie à cause de ça qu'on est tout simplement dans la situation actuelle au niveau économique catastrophique, sur tous les niveaux, et qu'on est la France, la risée de l'Europe et la risée du monde au niveau économique, c'est clair. Bon, ensuite, là j'ai un autre article de Le Figaro cette fois, donc sévère mais juste, Christine Lagarde salue le rapport Draghi sur l'économie de l'UE. Alors là, c'est très intéressant ce qui se passe, et c'est aussi très révélateur sur la mentalité de nos politiques, sur l'économie actuelle des choses, et c'est inquiétant même, puisque donc je rappelle que Draghi, c'était l'ancien, donc c'était un ancien de la présidente de la Banque Centrale Européenne, qui ensuite a conseillé, donc a été ministre de l'économie, donc italien, et donc, qu'est-ce qu'il conseille? Il conseille actuellement dans un rapport d'injecter 800 milliards d'euros en fait par an pour soutenir l'économie européenne. Donc, entre guillemets, qu'est-ce qu'il conseille? Il conseille de faire fonctionner la planche à billets, mais comme un malade, comme jamais. Et ça, c'est hyper dangereux parce que si, certes, si vous mettez tout sous perfusion comme ça indéfiniment, qu'est-ce qui va se passer? Bien, il va se passer que, ok, vous allez avoir des capitaux, mais vu que vous allez imprimer de l'argent en masse, sans garde-fou quelque part, eh bien vous allez créer du coup un choc entre l'offre et la demande, et il y aura trop d'offres en euros par rapport à la demande. Donc finalement, qu'est-ce que vous allez provoquer? Vous allez provoquer une chute de la valeur de l'euro. Et donc ça va reprovoquer une inflation, et cette fois ce ne sera pas les facteurs géopolitiques, ce sera vraiment la valeur de l'euro qui va baisser par rapport au dollar par exemple. Et donc vous allez créer en fait le pire des maux contre lesquels on s'est battu pendant 4 ans, presque maintenant, quoi, l'inflation. Voilà, et ce qui est inquiétant, c'est que en plus ce rapport a été validé par Christine Lagarde, parce qu'elle le trouve sévère mais juste. Donc ça veut dire que là, quelque part, que prépare au final l'Union européenne? C'est qu'il nous prépare à faire face à une vague de capitaux massifs, ce qui va provoquer une bulle spéculative de fou sur les marchés boursiers, parce que tous ces capitaux vont être d'ailleurs injectés sur les marchés boursiers, et donc on va se retrouver avec une bulle énorme en fait sur tous les niveaux, l'immobilier, marché boursier, etc. Donc on verra hein, ce qu'ils vont faire, mais c'est vrai que c'est bien parti pour qu'ils adoptent cette politique-là. Puisque c'est, de toute façon, personne ne se pose la question de comment faire baisser les dettes, c'est plutôt de comment les faire augmenter. Vous voyez, c'est vraiment ça leur état d'esprit. Alors ça va être l'inverse, c'est comment faire baisser les dettes, c'est-à-dire comment dépenser moins, quoi, tout simplement. Hein, pas chercher plus loin. Mais ça, c'est vraiment pas leur credo. Dommage. Bon, allez, je passe à un autre article, cette fois de Bloomberg. Donc, c'est comment les banques centrales, en fait, ont gagné la bataille contre l'inflation, mais ont perdu la guerre. Alors ça, je trouve très intéressant. Bien sûr, on ne le trouve pas du tout dans ce genre de narratif, on ne le trouve pas dans nos journaux français, hein, clairement. Donc c'est ça, on a gagné la bataille contre l'inflation, on le voit, mais on a perdu la bataille contre la guerre, voilà, la guerre contre l'inflation, puisque en fait, aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à juguler, à stabiliser l'inflation. C'est-à-dire que c'est un peu ça ce qui ressort hein, dans ce mini-documentaire, comme ils le disent, et que le management de l'inflation est de plus en plus dur. C'est presque devenu en fait un sport. Voilà où on en est. Et ça, c'est tout simplement dû justement aux dettes. Dettes des États, économie sous perfusion, et aussi les instabilités géopolitiques, économiques et politiques au niveau mondial. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà un peu où on en est donc, les amis. Je vais vous passer des petits... hop, faire le point sur tout ce qui est l'euro, le dollar, l'or, le pétrole, etc. Donc j'ai commencé par le cours en fait de l'euro par rapport au dollar. Et là, vous voyez que c'est plutôt intéressant parce qu'on est dans une phase où l'euro en fait prend de la valeur par rapport au dollar. Parce que vous voyez que sur une semaine, on a pris 0,34%. On est tout dans le vert. Là. Ça fait un an, vous voyez qu'on a pris vraiment des belles performances sur le dollar. En fait, c'est le dollar qui se pète la figure, hein, entre guillemets. Donc pour l'instant, c'est vraiment une très bonne chose pour nous. Est-ce que ça va continuer? Franchement, bon, sans vouloir jouer la boule de cristal à Madame Irma, ça me paraît très peu probable quand on voit que l'économie européenne a tout simplement décroché par rapport au reste du monde.
Donc je pense qu'on n'est pas à l'abri encore d'une énorme chute de l'euro par rapport au dollar et même par rapport aux autres monnaies fiduciaires au niveau international, tout simplement parce que notre économie réelle n'est pas corrélée en fait avec notre économie virtuelle, quoi, quelque part. On n'a plus d'industrie, on est l'Allemagne par exemple qui était le moteur de l'Europe en termes d'industrie est en train en pleine stagflation, voire récession, donc c'est pas voilà, c'est pas brillant au niveau du matériel, au niveau physique. Et donc ensuite au niveau des marchés boursiers, là aussi c'est bien. On a une bonne période, vous voyez, on est en augmentation. Sur un mois, on est en augmentation sur le CAC 40, donc en France. Sur 5 jours, pareil, on a une augmentation de 1%. Et sur un jour, par exemple, là, on voit qu'on est en phase, on est en train de rattraper un petit peu les pertes qu'on a eues. Bon, c'était à 6 mois, donc on est quand même en perte toujours. Vous voyez, c'est quand même assez flagrant. Mais par exemple, sur 6 mois, on est à moins 8%. Donc nous, on est la courbe en bleu, CAC 40. Alors CAC 40, je rappelle, c'est les 40 plus grosses entreprises françaises, hein. On est vraiment sur le marché boursier français. Et le S&P 500, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines. Donc on voit que, effectivement, sur 6 mois, on a vraiment dérouillé par rapport au S&P 500. C'est-à-dire qu'on aurait dû normalement être à plus 10% là sur 6 mois. Mais bien évidemment, vu le contexte, on s'est pris une dérouillée. Mais on est en train un petit peu de rattraper le coup là sur, par exemple, le dernier mois, vous voyez, hein, sur le dernier mois, on est en train un petit peu de reprendre des couleurs. Voilà. Là aussi, est-ce que ça va durer? Rien n'est moins sûr, hein. Tout va dépendre de la situation économique en fait de l'Europe, de l'Union européenne là-dessus. Ensuite, les cours du pétrole. Alors là, c'est en train de s'effondrer. Donc c'est une très bonne nouvelle pour tout ce qui est justement l'inflation. Par contre, c'est vrai que c'est une mauvaise nouvelle pour l'économie dans le sens où la compétitivité, effectivement, va être mise à mal. Mais c'est plus une bonne nouvelle qu'une mauvaise nouvelle, hein, parce que là, forcément, l'inflation, voilà, va baisser grâce aux baisses de l'énergie, en fait, aux prix de l'énergie liés au pétrole. Donc c'est très très bien. Alors est-ce qu'on va avoir cette répercussion sur les prix à la pompe? Ça, on connaît la chanson, rien n'est moins sûr, clairement. Et enfin, le cours de l'or. Alors là, c'est incroyable ce qui est en train de se passer pour l'or, c'est que l'or a explosé, vous voyez, sur cette semaine, il est passé de 72 000 euros, le kilo 24 carats, à tout simplement 74 838 euros, presque 75 000. Donc c'est énorme. Et ça révèle également, c'est un record, hein. Je rappelle, ça c'est le record historique jamais vu sur le cours de l'or. Je vous le montre sur 20 ans, vous allez comprendre, voilà. Sur 20 ans, donc on était, un dernier record, on était là, on était à 72 120 euros au 18 mars. Et on a fait péter largement le record en l'espace de quelques jours, cette semaine. Voilà, aujourd'hui nous avons vraiment un record absolu, hein, qui est actualisé aujourd'hui. Donc voilà, voilà où on en est. Donc c'est pour vous dire que là, tout le monde se jette sur l'or, et l'or c'est la valeur refuge par excellence. Donc ça signifie que les tendances et les sensations des investisseurs et des particuliers comme professionnels sont inquiets sur l'avenir des marchés boursiers comme sur l'avenir des monnaies fiat fiduciaires. Voilà ce que ça veut dire et voilà les raisons pour lesquelles l'or augmente autant en ce moment. Surtout que là, comme la Banque Centrale Européenne a baissé ses taux directeurs, on a un afflux de capitaux qui va arriver désormais. Donc les investisseurs vont avoir plus de capitaux et s'ils investissent comme ça autant dans l'or, c'est qu'ils sont quand même très inquiets. Voilà un peu ce qu'on en retire, hein, de quand il y a une augmentation comme ça aussi poussive de la valeur de l'or. Bon, bah écoutez, ce sera tout, les amis, pour cette actualité aujourd'hui crypto-économique. Donc j'espère que vous avez appris les choses. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo, à mettre des commentaires aussi pour si vous avez des choses à rajouter en termes d'informations, des choses à rectifier peut-être. Avec plaisir, on est là pour échanger. N'hésitez pas à vous abonner également. Ça fait toujours plaisir quand il y a plus d'abonnés, donc on est plus nombreux sur la chaîne, on fait une petite communauté sympa. Et puis sinon, bah, je vous remercie toujours tous autant, hein, vraiment pour les likes, les commentaires et tout, ça fait plaisir. Allez, je vous dis à la prochaine, donc la semaine prochaine, et donc je vous fais la bise, à bientôt. Ciao.